Aujourd'hui, il faut regarder deux événements ensemble, pris séparément. Chacun semble déjà important, mais mis côte à côte, ils révèlent quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose que beaucoup de médias n'expliquent pas clairement. D'un côté, une attaque en Israël près d'un site extrêmement sensible. De l'autre, une série d'ultimatums lancés par Donald Trump à propos du détroit d'Ormuz. Et quand on assemble ces deux éléments, on comprend mieux ce qui est réellement en train de se passer. Pas la version officielle, la réalité. Commençons par ce qui s'est produit dans le sud d'Israël. Dans une ville appelée Dimona, ce qui s'est passé là-bas n'est pas un simple épisode de plus dans ce conflit. C'est un signal, un changement, une rupture. Pour la première fois depuis le début de cette guerre, des missiles iraniens ont réussi à passer à travers les défenses israéliennes dans une zone pourtant considérée comme ultra sécurisée. Pas n'importe quelle zone, l'une des plus protégées du pays, un endroit surveillé en permanence et surtout un endroit très proche d'un site nucléaire. Selon les autorités israéliennes, au moins 180 personnes ont été blessées lors de ces frappes. En une seule nuit, les villes de Dimona et d'Arad ont été touchées, des zones civiles, des habitations, des immeubles. Ce qui rend cet événement encore plus marquant, c'est que les systèmes de défense étaient bien actifs. Les missiles de protection ont été lancés, mais certains projectiles ont quand même réussi à passer, et ce détail change tout. Parce que selon l'armée israélienne, ces missiles n'étaient pas exceptionnels, pas plus avancés, pas différents des missiles balistiques classiques déjà utilisés auparavant, et malgré cela, ils ont franchi les défenses. 2 impacts directs ont été confirmés, avec des charges explosives très importantes. Résultat, des façades d'immeubles détruites, des vitres soufflées sur plusieurs rues, au moins 10 bâtiments endommagés, dont plusieurs gravement touchés. Certains immeubles risquent même de s'effondrer. Parmi les victimes, un enfant de 10 ans a été grièvement blessé. Et ça, c'est un détail qui rappelle une chose simple. Derrière les chiffres, il y a des vies. Maintenant, il faut être très précis sur un point important. Le site nucléaire lui-même n'a pas été touché. L'agence internationale chargée de surveiller ces installations a confirmé qu'il n'y avait pas de fuite radioactive. Aucun dommage direct sur le centre. Mais sommet est crucial. Les frappes ont eu lieu à seulement quelques kilomètres. Moins de 10 kilomètres. Dans un contexte militaire, c'est extrêmement proche. Et surtout, l'Iran n'a pas caché ses intentions. Les autorités iraniennes ont clairement indiqué que leur cible était ce complexe nucléaire. Les missiles ont simplement manqué leur objectif. Autrement dit, l'intention était là. L'impact, lui, a été légèrement décalé. Et cela pose une question importante. Comment des missiles classiques ont-ils pu passer dans la zone la plus protégée du pays? Les autorités israéliennes parlent d'un problème ponctuel, pas d'un dysfonctionnement global. Mais cette explication laisse des doutes. Parce que plusieurs interceptions ont échoué au même moment, dans une zone ultra sécurisée, le même soir. Ce genre de situation n'est pas anodin. Et certains responsables iraniens ont immédiatement réagi. Pour eux, cela signifie une chose. Le conflit est en train de changer de niveau. On entre dans une nouvelle phase, une phase où les systèmes de défense ne garantissent plus une protection totale, et cette évolution est encore plus inquiétante quand on regarde les conséquences possibles. Parce que dans ce conflit, les deux camps ont déjà frappé des installations sensibles, des sites liés au nucléaire, des infrastructures stratégiques, et si un site majeur était réellement touché, la réponse pourrait être très différente, beaucoup plus forte, beaucoup plus dangereuse. Certains analystes israéliens parlent déjà d'une réaction exceptionnelle. Et dans ce contexte, ce mot prend un sens particulier. Cela pourrait signifier une escalade brutale, un changement de dimension du conflit. On est donc dans une situation très fragile, très tendue, une zone où chaque erreur peut avoir des conséquences énormes. Et c'est exactement à ce moment-là qu'un autre élément vient compliquer encore plus la situation. Un élément politique, un élément qui vient des États-Unis. Depuis plusieurs jours, Donald Trump multiplie les déclarations concernant le détroit d'Ormuz, un passage maritime stratégique essentiel pour le pétrole mondial. Il a lancé un ultimatum à l'Iran, un délai précis, une menace claire.
Selon lui, si le détroit n'était pas rouvert, les États-Unis pourraient frapper des infrastructures importantes en Iran, notamment des centrales électriques. Le ton est très direct, très agressif, et l'objectif semble simple, faire pression, créer un rapport de force. Mais ce qui va se passer ensuite va poser problème. Et c'est là que la situation devient vraiment intéressante à analyser. Parce que cet ultimatum ne va pas être respecté. Et surtout, il ne va pas être appliqué. Revenons maintenant à ce qui s'est passé du côté des États-Unis. Parce que ce qui s'est joué autour de cet ultimatum est révélateur. Donald Trump avait fixé un délai très clair à l'Iran. 48 heures. Une demande simple, rouvrir le détroit d'Ormuz. Sinon, des frappes pourraient être lancées contre des infrastructures importantes. Le message était direct. Le ton était ferme. Tout donnait l'impression d'une décision imminente. Mais au moment où cette échéance approchait, rien ne s'est produit. Au lieu d'une action, il y a eu un changement. Quelques heures avant la fin du délai, Donald Trump a annoncé qu'il repoussait toute intervention. De plusieurs jours. Officiellement, il parlait de progrès diplomatique, de discussions en cours, de signaux positifs. Mais il y a un problème. L'Iran a immédiatement répondu. Et sa réponse a été très claire. Selon les autorités iraniennes, il n'y avait aucune négociation en cours, aucun échange direct, aucune discussion officielle. Autrement dit, les raisons avancées par les États-Unis ne correspondaient pas à la réalité décrite par l'Iran. Et ce n'est pas tout. Quelques jours plus tard, un nouvel ultimatum a été annoncé. Encore une fois, une date, encore une fois, une menace, et encore une fois, rien ne s'est passé. Le délai est arrivé. L'Iran n'a rien changé. Le détroit est resté fermé. Et les États-Unis n'ont pas frappé. Au contraire, un nouveau report a été annoncé, cette fois avec un délai supplémentaire, jusqu'au début du mois d'avril, et la justification a encore surpris. Donald Trump a expliqué que ce report répondait à une demande iranienne, mais là encore, contradiction. L'Iran a répété publiquement qu'il n'avait rien demandé. Aucune négociation, aucune demande, aucun dialogue direct. Easy. Alors que faut-il comprendre? Quand un ultimatum est repoussé une première fois, on peut parler de prudence. Quand il est repoussé une deuxième fois, la situation devient différente. Parce qu'un ultimatum qui n'est jamais appliqué cesse d'en être un, il devient un outil de communication, un message, une pression, mais pas une menace immédiate. Et c'est exactement comme cela que l'Iran semble l'interpréter. Pour les autorités iraniennes, il s'agit d'une guerre psychologique, un moyen de jouer sur les marchés, d'influencer les prix du pétrole. Et quand on regarde ce qui s'est passé, cette analyse n'est pas totalement absurde. Easy. Au moment où le report a été annoncé, les marchés ont réagi immédiatement. Le prix du pétrole a chuté. De manière rapide, de plus de 10% en une seule journée. Le baril, qui avait fortement augmenté au début de la crise, est redescendu, même s'il reste plus élevé qu'avant le conflit. Ce mouvement est très important parce qu'il montre une chose. Les déclarations politiques influencent directement les prix. Et dans un contexte électoral, cela peut avoir un intérêt. Un prix de l'énergie élevé est toujours difficile à gérer politiquement. Donc faire baisser les prix, même temporairement, peut être utile. Mais sur le plan stratégique, le message envoyé est différent parce que si une menace n'est pas suivie d'effet, elle perd de sa force. Et cela, l'Iran l'a bien compris. Easy. De son côté, l'Iran ne semble pas chercher à calmer la situation. Au contraire, le pays maintient la pression. Le détroit reste fermé. Les frappes continuent. Et les exigences iraniennes sont très élevées. Parmi les conditions évoquées, des garanties contre de futures attaques, des compensations financières. Et surtout, un point très important, la reconnaissance du contrôle iranien sur le détroit d'Ormuz. Et là, on touche un point stratégique majeur. Parce que si cette demande était acceptée, cela changerait complètement l'équilibre de la région. Cela reviendrait à donner à l'Iran un contrôle direct sur l'un des passages les plus importants du commerce mondial. Un scénario très difficilement acceptable pour les États-Unis et probablement impossible à valider politiquement. L'Iran le sait, et c'est précisément pour cela que cette demande est posée, easy. Dans le même temps, les échanges continuent indirectement. Pas de discussion officielle. Mais des messages passent par des intermédiaires. Plusieurs pays jouent ce rôle. Des contacts existent.
Mais ils ne sont pas reconnus comme des négociations. C'est une manière de garder le contrôle du rythme, de parler sans s'engager, de maintenir la pression sans donner de concessions visibles. Easy. Et pendant que la diplomatie avance lentement, les opérations militaires continuent. Israël poursuit ses frappes. L'Iran aussi. Le conflit ne ralentit pas. Au contraire, les deux dynamiques avancent en parallèle. La guerre et les tentatives de dialogue. Et cela n'est pas contradictoire. C'est même souvent la stratégie. Montrer sa force sur le terrain pour négocier en position avantageuse. Mais il y a aussi une autre tension qui apparaît entre les États-Unis et Israël. Les positions ne sont pas totalement alignées. Israël semble vouloir continuer les opérations, maintenir la pression, tandis que les États-Unis semblent chercher une sortie, une désescalade, un accord, même partiel. Cette différence de stratégie peut devenir un facteur important dans la suite des événements. Aujourd'hui, la situation est donc très claire. Le conflit continue. Le détroit d'Ormuz reste bloqué. Des centaines de navires attendent. Plusieurs milliers de marins sont immobilisés en mer et les conséquences dépassent déjà le domaine militaire. On parle maintenant d'énergie, mais aussi d'agriculture, parce que les flux de pétrole, de gaz et même d'engrais sont perturbés. Et cela arrive à un moment très sensible, la période des semis. Un moment clé pour la production alimentaire mondiale. En quelques semaines seulement, la situation a changé. On est passé d'un conflit régional à une crise globale. Une crise qui touche l'énergie, les marchés et potentiellement l'alimentation. Et pendant ce temps, les décisions politiques continuent d'évoluer. Les délais changent, les positions bougent, mais aucune solution claire n'apparaît. Ce qui est certain, c'est que le monde entre dans une phase plus instable. Une phase où les équilibres peuvent changer rapidement et où chaque décision peut avoir des conséquences importantes. Comprendre ces mécanismes, c'est déjà prendre une longueur d'avance. Parce que dans ce type de situation, l'information devient essentielle. Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre ce qui se passe réellement, abonne-toi à BMF TV. Et dis-moi en commentaire ce que tu penses de cette situation. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse.